Donc on va commencer par la présentation des intervenants. Je vous laisse vous présenter. Bon, je vais commencer alors. Bonsoir à tous. Salut Nina, merci pour l'organisation. Donc moi c'est Alexis Bourdeau, donc je suis diplômé promotion 2010. J'ai fait un double diplôme à la Czech Technical University à Prague. Et donc je suis depuis début 2011 ingénieur structure, maintenant chef de projet depuis un an, dans la filiale ingénierie de Vinci Construction France à Marseille. Voilà, donc en bureau d'études structure. Voilà, je ne sais pas si il faut rajouter d'autres choses, Nina. Non, ça me semble très bien. Ok. Du coup, moi, Maxime Lac, 26 ans, j'ai été diplômé en 2018 de Centrale. Après une prépa PC, j'ai fait les options MSM, un début de double diplôme ingénieur architecte et l'option Ficité, avec les options pro ville durable et développement d'un projet personnel. Enfin, j'ai fait un peu des deux. Et j'ai travaillé ensuite chez Cogedim, donc en responsable développement pour les grands projets urbains. Donc on concevait plutôt des grands quartiers sur notamment des anciennes friches industrielles. J'ai fait ça pendant un an. Ensuite, j'ai fait pas mal de bénévolat et d'associatifs à Paris pendant la période de chômage. Et j'ai travaillé ensuite, là, pendant un an, dans une asso qui s'appelle l'APES, en tant que chargé de développement social urbain. Donc, on essayait de résoudre en fait des problématiques socio-économiques et environnementales sur les cités autour de Paris pour différents bailleurs sociaux. Donc, voilà. Bonsoir, Paul Vanberg, donc je suis diplômé de 2014, j'ai fait le double diplôme avec l'école d'architecture de Nantes et depuis 2016 je suis... Excuse-moi Paul, j'ai l'impression qu'on t'entend pas très bien. Tu m'entends là? De mon côté, c'est pas mieux, mais c'est peut-être juste On moi. t'entend très faiblement, Paul. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Désolé, je suis vraiment désolé, je pensais que c'était 20h. Du coup, on est en d'autres personnes ou je dois me présenter? Tu peux te présenter, ouais, assez rapidement, en 1 minute à peu près. D'accord. Je suis désolé encore une fois. Je m'appelle Olivier Chalot, j'ai été étudiant à Centrale Nantes et je suis depuis 4 ans maintenant chez Upcyclea, qui est une entreprise, une start-up de l'économie circulaire. Et moi, à Upcyclea, je suis product owner, c'est-à-dire que je suis chef du produit informatique qu'on développe. Donc je dirige les développeurs, je spécifie leurs actions et après je teste ce qu'ils ont fait. Voilà, voilà. J'ai fait à Centrale, j'ai fait option informatique. Ok, très bien. Est-ce que Paul est revenu ou est-ce que Laurie, tu peux te présenter? Je suis revenu, est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, très bien. Donc ce que je disais, donc ingénieur architecte, donc diplômé 2014 de Centrale. J'ai intégré Prado Morin, qui est une filiale d'Eiffage en 2016, qui est spécialisée en réhabilitation plutôt luxe. Et du coup, j'ai fait plusieurs chantiers. Et aujourd'hui, donc, je suis conducteur travaux principal ou ingénieur travaux principal, peu importe les entreprises. Et donc aujourd'hui, je gère une équipe de 5 conducteurs de travaux et je suis responsable corps d'état technique et corps d'état architecturaux sur un hôtel 5 étoiles pour le groupe Intercontinental qu'on livre au mois de février. Et à partir de mars, je change d'entreprise et je vais chez Chantier Moderne, qui est une filiale de Vinci, pour faire du génie civil en étant toujours ingénieur travaux principal.
Super. Du coup, je crois que je suis la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Lauriane Gouabi. Donc, je suis diplômée promo 2019. J'ai fait un double diplôme avec Audencia Business School et Centrale Nantes. D'ailleurs, je viens d'Audencia originellement. J'ai fait les options Ficité et conseil en management. Et j'ai fait beaucoup de maîtrise d'ouvrage donc à Londres, toujours pour le compte de l'État français. Et aujourd'hui, je travaille au Grand Paris pour l'État français dans la construction des métros du Grand Paris. Voilà. Ok, très bien. Donc, première question, assez classique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans vos domaines actuels? Je peux commencer à répondre, si tu veux. Donc moi, j'ai fait option informatique à Centrale. Moi, je savais que je voulais pas je voulais pas coder, être développeur informatique. Et après, c'était purement un hasard que je me suis retrouvé à en fait utiliser cette option informatique pour faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'utilise quand même beaucoup ce que j'ai appris à Centrale. Mais c'est tombé par hasard. En fait, moi, je cherchais dans un peu tous les, enfin, je cherchais dans un peu tous les postes, mais je cherchais une entreprise avec du sens pour moi. Et donc, je suis tombé là-dessus et ça s'est très bien goupillé puisque maintenant, je pense que je fais quelque chose qui est à la fois en lien avec mes compétences et en lien avec ce que j'aime, c'est-à-dire l'écologie et le recyclage, etc. Donc, voilà, moi, c'est ça un peu mon histoire. C'est un peu du hasard. Mais du coup, je vais répondre également. Donc, moi, donc, je viens d'Audencia, donc d'école de commerce, et donc j'ai toujours voulu travailler dans le secteur donc de la construction. Et très vite, j'ai voulu compléter cette formation par un côté plus technique. Et donc à Centrale, on a eu l'occasion de faire l'option Ficité qui allie quand même beaucoup de domaines différents au sein d'un secteur construction, aménagement, environnement urbain. Et aujourd'hui, ça correspond exactement à ce que je fais puisque je suis responsable aménagement des gares du Grand Paris. Donc, on allie des questions sociétales, environnementales un petit peu, même si c'est un peu timide, mais surtout tous ces domaines qu'on voit en Ficité. Donc, parce que une gare, c'est pas que le bâtiment, il y a aussi énormément de choses en interface. Et cette option Ficité qui touche à beaucoup de sujets a été d'une grande aide voilà, pour ce poste. Me concernant, ce qui m'a poussé à travailler dans le bâtiment et puis faire le métier que je fais d'ingénieur travaux, c'est que j'ai toujours été très manuel, ça m'a toujours passionné la construction. Du coup, d'où le double diplôme avec l'école d'archi. Et en fait, je trouvais que c'était, le domaine, le diplôme d'archi n'était pas assez construit dans l'acte de construire, c'est-à-dire que c'était très architecture de papier. Aujourd'hui, moi, c'est pas du tout ce que je cherchais. Donc, le bâtiment, ingénieur travaux, puisque j'avais quelqu'un dans ma famille qui bossait dans ce milieu-là et qui m'a permis de rentrer chez Prado Morin. Et aujourd'hui, c'est toujours l'intérêt de construire, en fait. C'est l'acte de construire, la technicité sur les ouvrages qui fait qu'on produit à partir d'une feuille blanche. C'est comme un prototype de voiture, le bâtiment. C'est-à-dire que chaque chantier est un prototype. Et chaque chantier, des moyens sont mis en place, etc., avec des méthodologies qui ressemblent, mais à chaque fois, c'est un cas particulier. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je vais prendre la suite du coup. Donc moi, c'est un peu comme Paul. Enfin, moi, c'est vraiment par passion depuis tout jeune. Donc, j'ai toujours été attiré par les chantiers, le moins de petits chantiers qui étaient à côté de chez mes parents ou autres. Donc, j'avais une idée assez précise du secteur d'activité depuis tout petit. Donc voilà. Et puis il y avait même après la voie. Enfin, l'époque, c'était les ponts et chaussées, mais après, on fait en fonction des résultats au concours et autres. Donc, à Centrale-Nantes, ça tombait bien, il y avait une option génie civil. Après, moi, j'avais envie aussi de partir à l'international, donc c'est pour ça que j'ai fait un double diplôme. Et puis, je voulais me spécialiser aussi plus
en structure, donc je trouvais qu'en troisième année, c'était un petit peu trop court pour moi, donc je préférais faire une spécialisation un peu plus poussée. Voilà, et puis après, j'ai eu le choix entre le bureau d'études ou la conduite de travaux, mais ça, je pense qu'on sera amené à en reparler plus tard. Du coup, moi, j'ai été intéressé par le domaine de la ville au sens large au départ, et notamment via le double diplôme Ingé Archit, que j'ai attaqué à faire pendant un an à Centrale. Après, je me suis un peu dévié de ça parce que justement, comme disait Paul avant, c'était trop, de ce qu'on me disait, de ce que je voyais, c'était trop architecture de papier, comme tu as dit. Donc, je me suis plus réorienté l'ingénierie, construction et plus le côté ingé de la chose. Et après, ce qui m'a un peu plus orienté vers le thème ville durable, c'était tous les intervenants que j'avais pu voir dans l'option ville durable, justement, qui était assez riche à Centrale, et puis à Ficité également. Et donc voilà, après moi, ce qui m'intéresse dans le domaine ville au sens large, c'est que les projets sont longs, concrets à la fois, on voit ce qu'on fait, c'est des projets d'ampleur, et puis transversaux, comme pouvait dire Laurie aussi tout à l'heure, un projet, c'est bon, il y a ce qu'on construit, mais il y a toutes les interactions avec ses retours, donc c'est ça qui m'intéresse. Ok, bah, très bien. Et du coup, la question d'après, c'est une question à laquelle vous avez déjà en partie répondu en parlant un petit peu de vos études. Est-ce qu'il y a des études qui sont à privilégier pour arriver là où vous êtes actuellement, ou c'est un petit peu selon plutôt les expériences professionnelles que vous avez eues? Après, je dirais que moi, ça dépend surtout aussi du métier qu'on veut faire dans le en BTP ou urbanisme ville, parce que c'est un domaine tellement vaste qu'il y a vraiment quand même des études assez différentes. Après, je prends par exemple pour mon cas personnel, c'est quelqu'un qui veut s'orienter vers le bureau d'études, la structure, c'est clair qu'il va falloir qu'il fasse qu'il ait des cours, des connaissances théoriques. Donc, il faut forcément passer par une spécialisation en structure. Ça, c'est un prérequis indispensable. Après, c'est sûr que sur d'autres, suivant le choix de métier, après, c'est pas forcément le même aiguillage. Ok. Donc moi, je suis product owner et c'est un peu particulier parce que c'est un métier relativement nouveau, mais quand même très demandé. En gros, c'est un métier qui est très lié à l'essence des startups, etc. Et donc, ouais, c'est un métier nouveau. Il n'y a pas vraiment d'école de product owner. Donc, on peut être product owner en venant d'école de commerce, en venant d'école d'ingénieur, etc. Maintenant, en fait, ça va dépendre parce que les startups qui ont réussi, ou alors quand même les startups qui commencent à avoir beaucoup de personnel, ils ont différents types de product owners. Il y en a qui vont faire plus du design, il y en a qui vont être plus avec les utilisateurs, donc les clients finalement, et il y en a qui vont être plus du côté développement. Et en fonction de votre profil, vous allez pouvoir être orienté, je pense, dans les différents types de product owners qu'il peut y avoir. Et aussi, si vous êtes généraliste comme moi, bah, vous pouvez faire tout. Et c'est ça qui est agréable dans le métier, c'est de faire un peu tout ça, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas franchement d'études, mais il faut juste savoir ce qui vous plaît et ouais, ce qui vous plaît et ce dans quoi vous êtes bon, quoi. Est-ce que c'est plus la partie technique, plus la partie design, créatif, ou alors plus la partie contact client, par exemple. Du coup, moi, les postes ou missions que j'ai eu à faire, c'était des missions quand même, comme je disais, assez larges. Et dans ce sens, du coup, une formation comme celle qu'on a à Centrale, qui est généraliste, d'autant plus avec une option comme Ficité, ça s'y prêtait pas mal. On peut notamment interagir avec plein de corps de métiers différents, les comprendre, savoir discuter avec eux. Donc voilà, le lot d'acteurs présents est hyper varié. On peut travailler avec des archis, des urbanismes, mais aussi des assos, les commerces, des notaires. Enfin, c'est hyper large. Après, en effet, quand on est plus sur la technique, moi j'avais fait mon stage en conduite de travaux, et de ce que je voyais et ce qu'on me disait, en effet, il vaut mieux avoir une spécialisation
soit si on est en BET sur les structures, etc., ou directement en conduite travaux. Donc, après, il y a même des écoles qui sont plus spécialisées là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui viennent de là. Donc, ouais, ça dépend quand même beaucoup de si on est plus technique ou à une échelle plus large et moins spécialisée. Alors, pour être ingénieur travaux, enfin conducteur travaux ou ingénieur travaux, en fait, il n'y a pas vraiment d'études spécifiques. Aujourd'hui, c'est plutôt un métier, comment dire, qu'il faut avoir un intérêt particulier pour la construction et la manière de construire et la gestion humaine, parce qu'en fait, notre métier, le métier de conducteur de travaux ou ingénieur de travaux, c'est un métier très humain. Et en fait, on passe notre temps à faire de l'humain, de gérer, gérer le projet, gérer des sous-traitants, gérer un client, gérer une maîtrise d'œuvre. C'est beaucoup ça. Il faut aimer faire la gestion financière, il faut aimer la technique aussi. Mais il n'y a rien je trouve que ça s'apprend beaucoup sur le tas. Alors, je connais peu de centraliens qui font ce métier-là parce que ça demande beaucoup d'investissement, temps et personnel et avec une rémunération qui n'est pas forcément à la hauteur de l'investissement. Mais je connais très peu de centraliens qui font ce métier. Ok. Alors moi, je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Et alors en aménagement, c'est un petit peu différent. On nous demande un petit peu moins de compétences techniques, même si je crois que c'est un profil, c'est assez apprécié. On peut se retrouver avec des personnes qui viennent de différents secteurs, études. Et notamment, il y a quand même beaucoup d'architectes aussi et d'autres personnes après qui ont des profils un peu plus variés, type universitaire ou autres. Ok, très bien. Du coup, je me demandais un petit peu en quoi la situation actuelle elle affecte votre secteur et plus particulièrement vous, vos missions. Moi, je vais répondre en rien au final, parce que le milieu du bâtiment, de la construction en général, il y a eu le premier confinement où tout a été arrêté. Et le deuxième confinement, on a été le secteur d'activité qui a été forcé, qui a dû continuer à poursuivre. Moi, en termes de production, comme je suis en production pure, je ne peux pas délocaliser la production, je dois travailler. Enfin voilà, donc nous, ça ne change rien, hormis les gestes barrières et un traitement, une attention particulière sur la coactivité, etc. Le port du masque. Hormis ça, sinon nous, ça n'a rien changé sur nos missions. Ouais, de mon côté, c'est un peu comme Paul, avec même encore moins de. On n'a même pas les contraintes, enfin, on a les contraintes comme n'importe qui, n'importe quel citoyen, mais pour le métier en tant que tel, en bureau d'études, on n'a pas plus de contraintes particulières que ça. Enfin, en tout cas, elles sont beaucoup moins peut-être compliquées à mettre en place que sur chantier, ça c'est clair. Après, en fait, le seul impact, nous, ça a été au niveau du groupe parce que la direction du groupe a demandé à ce qu'il y ait des congés qui soient soldés, etc. Mais sinon, en termes de projet, comme on est amené, nous, au niveau du bureau, intervenir sur des gros projets de génie civil pour, pour le groupe Vinci Construction France, c'est des projets qui sont de longue durée. Donc, c'est pas, ils n'ont pas, enfin, si ce n'est un petit décalage au niveau des plannings, etc., pour les projets qui étaient déjà lancés et sur lesquels les travaux avaient commencé. Et nous, en études, on intervient certes en amont, mais du coup, on continuait aussi puisque c'était sur une très longue durée. Bon, voilà, ça a juste un petit peu ripé certains projets, d'autres ont continué, on n'a même pas tous été arrêtés, et donc l'impact est quand même assez minime. Mais en tout cas, en termes de carnet de commandes et de travail, c'est plutôt même l'inverse que les années précédentes. Ok, très bien, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres où c'est justement un petit peu plus impactant peut-être?
Ouais, moi je dirais que donc bon sur la partie quantité de travail et projet, il y a toujours autant. Par contre, moi ce que j'ai pu voir pour les bailleurs et les collectivités, c'est que bon, on s'est d'ailleurs d'abord orienté sur les besoins d'urgence, donc les logements, l'argent du loyer, la nourriture, l'éducation, les besoins basiques. Et sinon, sur du plus long terme, les collectivités, les bailleurs se réorientent un peu plus, débloquent de l'argent et engagent des réflexions sur bah, la RSE au sein de l'entreprise, la qualité des logements et la conception même en fait, des différents quartiers qui gèrent. Ça a fait ressurgir des problématiques qui existaient déjà, mais dont on se rend plus compte maintenant. Et donc, ça a mis un petit peu un coup de boost sur toutes ces questions. Bah, moi, en ce qui me concerne, pas trop affecté par la situation. Nous, c'est nos clients qui le sont, donc ça peut affecter effectivement un peu notre chiffre d'affaires. Donc nos clients, c'est pas mal dans le domaine du bâtiment. Là, j'ai vu que Accor Invest allait supprimer des postes en France et en Europe, etc. Donc c'est un de nos clients, donc effectivement, ça peut avoir des conséquences pour nous au niveau de notre trésorerie. Mais sinon, moi, je travaille avec des développeurs, donc c'était intégralement sur l'ordi déjà avant. Donc, on s'est mis au télétravail à temps plein, quoi. Et donc, c'est plus une question de, voilà, de psychologie, de fait que ça soit dur un peu le confinement pour tout le monde, mais après, pas de trop de conséquences sur le secteur. Ok, Laurie, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, moi je rejoins plutôt les remarques d'Alexis. C'est vrai qu'on a été très peu impactés. Donc moi je suis dans le BTP pur et d'ailleurs moi j'ai été embauchée pendant les 2 confinements, donc sur un retour en France. Donc pas vraiment d'impact de ce côté-là. Un petit glissement de planning, mais le temps de s'organiser. Mais voilà. Ok, donc maintenant, quelles évolutions vous aimeriez voir dans votre secteur dans les 5 ans à venir? Que ce soit au niveau peut-être technique ou je sais pas trop, mais je vous laisse la parole. Donc je pense que là, il commence à y avoir une réelle prise de conscience donc du secteur en termes de développement durable et d'émissions de gaz à effet de serre, parce que je crois qu'on est, en tout cas moi je suis dans le transport et on est les premiers émetteurs en France. Donc il y a eu cette prise de conscience. Maintenant, on attend que ça se matérialise concrètement dans des actions. Et c'est pas la volonté qui manque, mais parfois on peut être un peu freiné par l'aspect financier qui pour le moment n'est pas très on va pas dans le sens d'économie, on va surtout dans le sens de coûts supplémentaires. Donc, ça peut freiner un peu certaines entreprises, collectivités ou autres. Maintenant, on aura la réglementation qui viendra en appui pour réinciter à faire ces investissements qui sont nécessaires. Et moi, je trouve que c'est encore un peu timide dans les gros secteurs. Enfin, moi, je pense, je suis en aménagement, donc je vois dans certains lots comme le gros œuvre ou la métallerie, ça bouge très lentement en fait. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être amené à évoluer dans les 5 prochaines années à venir. Il y a peut-être, enfin, donc, je partage ce qu'a dit Laurie hein, sur le développement durable, donc je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Par contre, je pensais plus à une autre piste d'évolution, c'est qu'on est un secteur où, au niveau des marchés, c'est assez siloté entre les différentes phases, entre la phase d'appel d'offres, la phase d'exécution, etc., les maîtrises d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, groupement d'entreprises pour la réalisation, bureau d'études, structure. Par exemple, un bureau d'études qui va faire les phases d'exécution, ça ne peut pas être le même que le bureau d'études qui fait la conception, etc. Il y a c'est quand même relativement contraint et très siloté. Et c'est vrai que par rapport à d'autres secteurs, c'est un petit peu difficile des fois
d'apporter en fait des innovations au niveau du fonctionnement des marchés, notamment que ce soit en termes de planning. Souvent, le secteur du BTP est un peu décrié parce que dit soit que les plannings sont jamais respectés ou que les coûts sont toujours plus élevés que ce qui est annoncé au départ. C'est un petit peu les clichés voilà, enfin, qui peuvent exister parfois, quoi. Et bon, ça vient aussi du fait que bah, il y a tellement d'intervenants que chacun, en fait, doit essayer forcément de faire tourner sa boîte, etc., quoi, d'être rentable. Et donc, bah, ça finit par avoir des impacts importants quand il y a des modifications, etc., puisque c'est, après, c'est quelque chose qui se répercute sur tous les intervenants, quoi. Alors que dans d'autres secteurs, par exemple, il y aura peut-être moins d'intervenants, ça va être plus la maîtrise d'ouvrage, par exemple, ou la maîtrise d'œuvre va avoir peut-être va aller voilà, gérer plus toutes les phases et puis intervenir aussi sur d'autres, plus dans le concret des choses et sur la phase réalisation. Bah, ça permet d'introduire directement les modifications, de les prendre à sa charge et c'est un fonctionnement un peu plus agile, parce que c'est un peu la terminologie à la mode, que dans la construction des marchés où ça a plutôt tendance à être assez contractuel et puis bah, voilà, chacun pose ses jalons, et son cadre. Le cadre est assez rigide et c'est assez compliqué d'aller proposer des variantes, des optimisations, des choses comme ça, parce que bah, si par exemple en bureau d'études structure, on va proposer une optimisation, une variante, ou que l'entreprise même de construction va avoir un intérêt parce que ça consomme, je sais pas, moins de béton ou moins d'acier, bah oui, mais ça n'a pas été fait comme ça en phase de conception. Donc, ça remet en cause le projet de conception qui est porté par le maître d'ouvrage, par le maître d'œuvre, pardon. Et le maître d'œuvre, lui, il n'a pas envie de forcément refaire son projet de conception. Et donc, ainsi de suite, quoi. Moi, je trouve que c'est un axe d'évolution qui serait important pour un peu introduire plus d'agilité et faire en sorte que du coup, il y ait plus de liberté donnée en fait à chaque intervenant. Oui, je te rejoins totalement, Alexis. Et dans le domaine de l'écologie aussi, le côté siloté de la construction du bâtiment, ça pose pas mal de soucis en fait. Le fait qu'il y ait plein d'acteurs et que ces acteurs n'ont pas les mêmes intérêts entre le promoteur, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, acheteur, locataire, bureau d'études, etc. En gros, ça crée que c'est très compliqué dès le début, en amont, prévoir un bâtiment qui est censé être déconstruit à la fin, déjà durer, être écologique pendant sa durée de vie, ensuite être déconstruit pour être réutilisé. Alors, en fait, celui qui est au tout début de la chaîne, il n'a en fait aucun intérêt à se conduire de manière écologique parce qu'il ne pourra pas forcément le revendre derrière. Donc, du coup, le maître d'œuvre, eh ben, il n'a pas d'intérêt à le faire parce que celui au-dessus ne veut pas, etc., etc. Et en fait, on se retrouve très vite avec un jeu, quand on essaie de pousser un peu d'écologie dans ce domaine-là. Moi, je trouve qu'on se trouve avec un jeu de chacun se renvoie la balle, en fait. Ah bah oui, mais c'est pas moi. Et nous, en tout cas, on ne sait pas trop à qui s'adresser pour vraiment insuffler une motivation forte et après qu'elle reste non seulement pendant la phase de construction, mais après aussi pendant la phase d'exploitation, où c'est peut-être des gens totalement différents qui vont en fait travailler, ou être propriétaire des lieux, ou être locataire des lieux, en plus acheté par quelqu'un encore d'autre, etc. Donc en fait, c'est un jeu de chaises musicales énorme. Et le fait que ce soit sur des temps relativement longs, donc on est sur 30-50 ans, je dis relativement parce que par rapport au changement climatique, forcément, c'est quand même très court, mais quand même relativement long à l'échelle humaine, et bah, ça ajoute aussi de la complexité puisque bah, on ne s'imagine pas survivre, on ne s'imagine pas faire un investissement dans 50 ans, donc en fait, on veut une logique plus court-termiste. Donc moi, une évolution que j'aimerais, c'est effectivement plutôt décloisonner ça. Et il y a un modèle économique qui est très intéressant dans le milieu du bâtiment qui s'appelle le Building as a Service.
Donc, en gros, il y a beaucoup de produits aujourd'hui manufacturés qui se louent au lieu de se vendre. Et le but, c'est comme ça, ils peuvent, dès qu'ils ne marchent plus, on leur envoie au fabricant et ils réutilisent les pièces. Et en fait, ça permet une vraie économie circulaire puisque tout le monde a intérêt à faire de l'économie circulaire. L'acheteur, il a intérêt à le renvoyer, le fabricant a intérêt à le reprendre et à le recycler, etc., etc. Et en gros, nous, ce qu'on essaie de pousser, c'est de faire le bâtiment dans cette logique-là. Et donc, c'est bien sûr beaucoup plus complexe. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs, ça rend les choses encore plus complexes. Mais il y a quelques acteurs assez pionniers là-dessus. Et je trouve que c'est une évolution qui serait intéressante à voir en tout cas. Super. D'autres évolutions Moi, je vais faire un vœu pieux, mais j'aimerais laisser du temps pour construire. En fait, aujourd'hui, même pour concevoir, hein, aujourd'hui, dans le milieu du bâtiment et encore plus à Paris, on a des dossiers qui sont très largement sous-étudiés. L'entreprise a tous les défauts du monde et doit faire les travaux dans un délai imparti à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, on fait des chantiers. Moi, je suis sur un chantier de 50 millions en 2 ans. Il faut sortir 2 millions de travaux par mois. Enfin, vous, ça vous semble, je pense que ça parle à personne, mais c'est énorme. En termes de sur un chantier de réa, c'est énorme. Il faut aller toujours plus vite. Il faut toujours faire tout gratuitement parce qu'aujourd'hui, c'est impressionnant. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de construire parce qu'aujourd'hui, on construit, mais pas pour durer, on construit pour livrer. Dans la construction, on construit pour livrer. C'est-à-dire qu'on veut livrer et après, le bâtiment, peu importe. Donc, on ne construit pas pour la maintenance, on ne construit pas pour le service, on ne construit pas pour mutualiser le bâtiment après. Enfin, on construit pour livrer. Pour livrer, pour toucher notre pognon et pour se barrer. Donc, je le dis un peu crûment, mais aujourd'hui, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ne laisse pas le temps aux gens de faire les travaux. Et ça, c'est un vœu pieux, mais qui ne sera jamais réalisable parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, moi, je ne travaillais pas, mais en fait, on avait du temps pour construire. Mais aujourd'hui, pour décrocher des marchés à une époque, on a réduit les délais, on a réduit les coûts. Et aujourd'hui, nous, entreprises, on a du mal à remonter les délais et à remonter les coûts. Et du coup, les maîtrises d'ouvrage ont accepté ce niveau-là de coût et ce niveau-là de délai. Et aujourd'hui, il est très difficile de réduire. Parce que le temps, c'est de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, on fait des bâtiments, tout le monde le dit, aujourd'hui, on fait des bâtiments par rapport à il y a 10 ou 20 ans, la qualité, c'est plus du tout à la hauteur de ce qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans, en termes de pérennité d'ouvrage. Après, ça tiendra toujours, hein, c'est pas un problème, mais en termes de qualité, c'est moins à la hauteur. Voilà. Moi, je dirais, ça rejoint un peu ce que vous disiez tous, mais ouais, une évolution des réglementations à la fois technique et aussi au niveau du gouvernement directement, mais sur la technique, sur les nouvelles méthodes de construction terre, construction bois, qui existent et qui se développent trop lentement, je trouve, de ce que je vois. Et puis après, sur autre chose que la technique, des nouveaux modes de concevoir, donc dans la logique économie circulaire, comme ce qui a été dit plus tôt, mais aussi les nouveaux modes d'habiter, le co-living, l'habitat participatif. C'est à plus petite échelle, c'est pas valable pour des très gros projets de génie civil notamment, mais ça, j'aimerais bien que ça se développe plus. Oui, super. Bon, du coup, ma question d'après, vous l'avez déjà un petit peu anticipée. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous vouliez mettre en avant, aussi bien au niveau environnemental que social, potentiellement. Sinon, on la passe, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais juste compléter ce qui a été dit tout à l'heure, mais en fait, aujourd'hui, il y a une vraie volonté des entreprises générales
que ce soit les grands majors, mais aussi les plus petites entreprises générales, c'est d'intégrer les enjeux environnementaux dans leur process. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a de nombreux posts qui sont faits sur LinkedIn. Même nous, on le ressent dans l'entreprise avec cette volonté-là. Et aujourd'hui, les bétons bas carbone, même le transport, moi, je le sens chez Eiffage. Mais j'ai des collègues qui le sentent aussi chez Vinci et d'autres. Mais c'est une réalité, en fait. Aujourd'hui, on doit arrêter de construire comme on construisait il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Même si c'est compliqué à mettre en œuvre, mais c'est compliqué à faire changer les mentalités. Mais je pense qu'il y a je pense que ça va, dans 5, 10 ans, ça va exploser dans la manière de construire, de revoir la manière de construire. Moi, mon impression, c'est que les constructeurs, les promoteurs, les urbanistes, ils prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux à deux conditions. Il n'y a pas besoin que les deux soient réunis, mais en tout cas, l'une des deux conditions, c'est soit si c'est totalement mesurable et du coup, ils pourront communiquer dessus, soit s'il y a une loi qui dit en fait que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur la mesure des enjeux environnementaux et sociaux, notamment, par exemple, on sait que construire un bâtiment agréable pour travailler, ça va avoir plus de productivité pour les employés. Et ben en fait, maintenant, il y a des gens dont le métier est de mesurer ça pour inciter les gens à construire des meilleurs bâtiments. Donc, en fait, c'est un peu, pour moi, un peu débile parce qu'on aurait pu y penser avant, mais n'empêche que si ça peut aider, très bien. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est dans cette mesure-là qu'ils prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux, c'est si c'est mesurable ou si c'est écrit dans la loi. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Ok, bon bah du coup, on va passer à la question d'après. Une question qui a été un tout petit peu abordée lors de la présentation, je crois. Vaut-il mieux commencer en bureau d'études ou en conduite de travaux sur un chantier? Donc, Alexis, je crois que tu voulais t'exprimer là-dessus. Ah oui, effectivement, j'avais proposé cette question parce que je pense que ça peut être aussi une question que peuvent se poser là, les étudiants actuels. Enfin, en tout cas, moi, je me l'étais posé, je me la suis posée à un certain temps, enfin, pendant toute la durée de mon dernier stage du TFE, même un petit peu avant déjà. En fait, même j'étais plutôt parti sur le fait de commencer en conduite de travaux avant de commencer mon TFE. Et finalement, c'est mon TFE donc en bureau d'études, là où je suis maintenant, je suis resté au même endroit, qui m'a fait changer un petit peu d'avis sur la question. Et puis, et aussi un petit peu le stage ingénieur que j'avais fait l'année précédente. En fait, pour deux raisons. La première, c'est il y a une question aussi, il y a une question de personnalité. Je crois que, enfin, c'est Paul le disait tout à l'heure. Hein, il faut bien voir que effectivement sur chantier, la vie est quand même très très prenante. Il faut pas compter ses horaires. Enfin, c'est un rythme de vie quand même assez particulier, assez prenant, où il faut être bien conscient de ça avant de se lancer. Hein. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'en bureau d'études, on termine à 4 heures ou même à 17 heures le soir. C'est pas du tout le cas non plus, mais c'est pas c'est pas le même rythme de journée. Hein. C'est sûr que les journées devant l'ordinateur ou même en calculant ou autre, ça n'a rien à voir avec les journées passées avec le contact humain, la gestion humaine, etc., comme le disait Paul précédemment. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut savoir, enfin, c'est justement l'intérêt aussi des stages pour les étudiants qui se poseraient cette question. Moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de
de pas hésiter justement à faire un stage en conduite de travaux et un autre stage en bureau d'études, de façon à bien voir les deux, à se faire leur propre idée des deux, et après de pouvoir justement décider ce qui leur correspond le mieux, quoi. Voilà. Et là, après, on va dire le deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que autant on peut passer de bureau d'études à chantier, parce que sur chantier, comme le disait Paul, c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion financière, enfin, il y a un certain nombre de choses qui s'apprennent comme ça sur le tas au fil de l'expérience. Autant l'inverse est quand même beaucoup plus compliqué, euh, parce que quand on fait pas de technique, enfin pas de technique, je veux dire en niveau calcul, vraiment de structure et tout, les cours théoriques, on les oublie vite, hein. Et donc c'est très très compliqué après de revenir en bureau d'études quand on a passé voilà, plusieurs années sur chantier ou même en conduite de travaux ou en direction de projet ou autre, quoi. Donc voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Alors que dans le sens inverse, c'est vrai que sur chantier, il y a souvent des profils notamment de coordinateurs études travaux, qui sont voilà, des, des postes importants, ou que les entreprises recherchent aussi pour faciliter les échanges entre les bureaux d'études et les entreprises. Euh, et c'est vrai que les profils justement de personnes qui sont passées par des bureaux d'études et qui veulent après passer sur chantier, du coup, c'est des profils qui sont recherchés pour ces types de postes-là, quoi. Puisque du coup, ils vont avoir cette compétence de bureau d'études et sur chantier, et la porter sur chantier. Voilà. Moi, je rejoins ce qu'a dit Alexis. Alors moi, j'aimerais ouvrir la question. Vaut-il mieux commencer bureau d'études, conduite de travaux ou maîtrise d'ouvrage? Comme ça, Laurie, elle pourra compléter. En fait, alors, conduite de travaux, c'est un très, très beau métier que moi, j'adore, mais qui se fait par passion. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça demande, comme j'ai dit précédemment, un investissement personnel, un investissement moral et un investissement mental. Je fais bien la distinction, mais on fait des gros horaires, ça c'est une réalité. On a beaucoup de pression, beaucoup de challenges, parce que les travaux, il faut bien comprendre que ce qu'on a dit tout à l'heure sur les différents interlocuteurs avec leurs différents objectifs, les travaux, nous, on n'en a qu'un, c'était de livrer. Et le problème, c'est qu'il faut faire adhérer l'ensemble des interlocuteurs à cet objet qui est la livraison de l'opération. Ça, c'est quand même assez compliqué. Ce qui est aussi très bien dans notre métier, c'est la gestion humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux parler avec un manœuvre ou un compagnon, je peux parler avec un patron d'une boîte, d'un sous-traitant menuiserie, carreleur, peu importe. Je peux parler avec un patron, enfin maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire un client, un bureau d'études. Enfin, j'ai un panel d'échanges qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que j'ai une variété d'interlocuteurs aujourd'hui, moi, je discute avec des gens qui, je vais ramener ça à l'argent, mais qui gagnent le SMIC, et il y en a d'autres, je pense, qui gagnent 3 ou 4 fois mon salaire. Et c'est assez impressionnant, et de voir qu'il faut adapter son discours en fonction de chaque interlocuteur, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, il y a l'aspect tout ce qui est gestion financière, qui est en montant dans les échelons de la conduite de travaux, on gère de plus en plus de la gestion financière des chantiers. Alors après, vaut mieux commencer en bureau d'études ou conduite des travaux. Comme l'a dit Alexis, je pense que c'est deux métiers totalement différents. Je pense qu'il faut essayer les deux ou voir ce qui se plaît le plus. La conduite de travaux, c'est vraiment, faut vraiment aimer ça, et il faut se trouver une passion, parce que sinon, on fait ça un temps et ça dure pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui démarrent la conduite de travaux, qui essayent en disant ça va me plaire. Et au final, ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Parce que il faut s'investir, parce que voilà, moi je rentre en général le soir, il est entre 19h30, c'est vraiment le plus tôt que je rentre, mais en général c'est 20h30, 21h.
Et le matin, je suis à 7h, entre 7h et 7h30 au chantier. Donc, ça demande un investissement, ça demande plein de choses. Et après, ça, c'est les contraintes. Après, peu importe démarrer en bureau d'études ou en conduite de travaux, mais je pense, comme l'a dit Alexis, que c'est très compliqué de faire d'abord de la conduite de travaux et après retourner en bureau d'études. La seule passerelle que je vois, c'est le bureau d'études méthode, qui là est en lien. Enfin, les méthodes, c'est eux qui définissent la manière de l'acte de construire, dans quel ordre, dans quel process, etc. Et le fait d'avoir fait des travaux avant, ça permet de bien comprendre l'ordonnancement des tâches. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une passerelle qui peut se faire. Et après, je voulais rajouter la maîtrise d'ouvrage parce qu'il y a beaucoup de gens en sortant d'école qui vont en maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, la définition, alors, parce que tout à l'heure, Alexis il a parlé des différents, son souhait d'ici 5 ans avec des interlocuteurs, tout est regroupé en un. Ça, c'est une mode de construction à l'anglaise. Aujourd'hui, nous, en France, le maître d'ouvrage est non sachant. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé savoir comment construire. Il place une mission à des maîtrises d'œuvre qui, eux, sont censés connaître leur travail et faire ce qu'ils ont à faire. Et eux, ils passent des marchés à une entreprise qui fait les travaux. Et aujourd'hui, en maîtrise d'ouvrage, le fait d'avoir fait des travaux avant, c'est une qualité parce qu'on sait où l'entreprise nous amène, c'est-à-dire que ce soit du décalage délai, du décalage coût, etc. Et aujourd'hui, pas se mentir, hein, le métier de l'entreprise générale, c'est un peu des filous. Hein. Donc, leur but, c'est gagner de l'argent, donc faire de la marge. Donc, pour faire de la marge et gagner de l'argent, si on n'en fait pas dès le début, il faut aller faire les poches du client. Voilà. Et après, le délai, plus on a de temps et mieux c'est pour faire les choses. Faut pas se mentir. Moi, je pense que démarrer en conduite de travaux sur une première expérience, c'est pas mal parce que ça permet de voir ce qu'est le milieu, que ce soit le génie civil, le bâtiment ou l'urbain. Ça permet de voir comment se passent les travaux, en fait. Parce que le produit final, le produit dans notre métier, le produit, c'est toujours un bâtiment ou un ouvrage de génie civil, mais c'est toujours une production, en fait. Il reste quelque chose. On produit très peu de papier. On produit du papier, mais ça permet de construire quelque chose. Et en fait, le fait de voir cette construction, la manière dont c'est fait, les relations humaines, tout ça, ça permet de mieux comprendre les étapes avant ou les étapes après, parce qu'il y a aussi la maintenance des bâtiments, etc. Mais tout ça, c'est lié, en fait. Et moi, je pense que le point névralgique de la construction, c'est construire l'ouvrage, en fait. Pour moi, hein, c'est ma vision. Après, c'est ma vision. Voilà. Je vais répondre un petit peu sur la partie maîtrise d'ouvrage. Alors, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant de commencer en ce qu'on va dire sur le terrain, en conduite de travaux, ou même en bureau d'études. J'ai un petit peu moins vu, mais nous, au Grand Paris, on intègre beaucoup de personnes qui viennent de la conduite de travaux, qui sont nos anciens prestataires, parce qu'on sait qu'ils ont cette compétence, cette connaissance du terrain qui est utile à anticiper l'anticipation dont un maître d'ouvrage a besoin pour limiter ses dérives planning et que ses prestataires lui fassent les poches. C'est un peu donc notre quotidien en maîtrise d'ouvrage, en fait, de veiller à ça. On a quand même énormément de contacts aussi, donc que ce soit avec notre maîtrise d'œuvre, avec différents intervenants. On est quand même très en contact, là, dans le terme du Grand Paris, donc avec les villes, donc les élus, les riverains, les entreprises aussi. Un petit peu moins, effectivement, qu'en conduite de travaux, donc ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Et moi, je m'étais posé la question aussi. Alors, j'ai toujours fait de la maîtrise d'ouvrage, mais à Londres, où j'étais toute seule en maîtrise d'ouvrage. Donc, c'était vraiment le client, c'était moi. Donc, je faisais tout avec mes entreprises et mes project management. En fait, ils n'ont pas vraiment de maîtrise d'œuvre. Ils appellent ça project management, conseil. Et donc, je me suis posé cette question, est-ce que je préférais pas passer de l'autre côté parce qu'on ne produit pas grand-chose en maîtrise d'ouvrage. Et finalement, c'est vrai que par plutôt souci de confort, j'ai préféré rester en maîtrise d'ouvrage. Alors, on ne termine pas à 16 heures non plus, mais c'est quand même plus agréable. On est client et il y a très peu de gens qui vont nous taper sur les doigts. Et je n'ai jamais connu du coup ce stress de remporter un appel d'offres, de remporter un marché, parce qu'en fait, c'est nous qui faisons les marchés. Et donc, c'est quelque chose que moi, je recherchais, en tout cas en début de carrière, mais je me pose toujours la question. Donc, à voir sur la suite, même si je pense que la passerelle maîtrise d'ouvrage, conduite de travaux est plus difficile, pas impossible. Et en bureau d'études, par contre, ça va devenir très compliqué. Ouais.
Olivier et Maxime, vous souhaitez rajouter quelque chose ou si ça ne vous concerne pas directement? Moi, je m'étais posé la question au début et j'avais fait mon stage du coup, de 6 mois en conduite de travaux et c'est vrai que c'est hyper riche. Ça permet quand même de déjà pas mal se faire une idée. Je pense que, en effet, comme disait Paul, tout le monde ne peut pas tenir le rythme ou n'a pas envie en tout cas de vivre ce métier-là qui se vit à plein temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de tester, je pense. Si on peut tester les deux bureaux d'études, moi je l'ai pas qui ont fait les deux. Tester les deux, ça permet quand même souvent de s'orienter précisément, quoi. Parce qu'après, comme on l'a dit, il y a des passerelles qui existent, plus ou moins faciles. Euh, mais si on se décide assez tôt après avoir testé, ça marche souvent mieux. Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'opinion parce que j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais je vais passer cette question. Ok, très bien. Donc, dernière question. Quelles sont les démarches à suivre si on veut rejoindre le secteur dans le cadre d'une reconversion? Parce que j'ai l'impression que c'est un secteur qui est quand même assez cloisonné. Enfin, il y a pas mal de normes, etc. Est-ce que vous connaissez des cas qui ont rejoint le secteur après une reconversion ou c'est vraiment très compliqué? En maîtrise d'ouvrage, je dirais plus. Enfin, chez Cogedim, par exemple, ma première expérience, je voyais des profils assez variés rejoindre l'aventure et qui n'étaient pas nécessairement techniques. Et ils avaient eu un premier goût de la construction ou de la conception de la ville en général. Alors des notaires, des juristes, etc., qui se spécialisent après un peu plus, mais qui avaient des compétences plutôt de coordination, de management de projet, etc. avant. Dans ce sens-là, je pense que ça se fait. Après, je laisserai les autres répondre, mais moi, en tout cas, j'ai jamais entendu de gens qui sont venus de l'extérieur et qui sont devenus conducteurs de travaux, par exemple. Donc, ça a à voir selon les réponses des autres. En bureau d'études, bon, ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais c'est vrai que moi, enfin, ça me paraît compliqué. J'ai pas connaissance comme ça de personnes qui auraient rejoint un bureau d'études structuré. En méthode, effectivement, comme disait Paul, il y a peut-être, c'est peut-être plus possible, mais bon, je pense qu'il faut quand même avoir soit un profil, enfin, un profil un petit peu TPO, une expérience dans le BTAP avant, mais en bureau d'études structure, ouais, j'en ai pas connaissance et je pense que c'est très très compliqué. Tous ceux qui reviennent, c'est souvent c'est des, on va dire des changements entre bureaux d'études, mais c'est voilà, ça s'imite. C'est le monde des BE qui tournent et qui se partagent et qui se transmettent les profils. Et puis, voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'arrivée vraiment même au sein du secteur BTP, c'est quand même rare qu'on ait des profils qui aient fait autre chose avant. Et alors, d'autres secteurs, c'est encore moins fréquent. Moi, j'ai vu quelqu'un une fois qui a essayé et il est reparti assez vite. Alors, mais après, les travaux, c'est quand même particulier. Ok, Laurie, Olivier, vous voulez intervenir? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, c'est vrai qu'en maîtrise d'ouvrage, vu qu'on est non sachant en France, il y a quand même un éventail plus large, mais ça reste quand même gestion de projet, gestion de grands projets en fonction des tailles des entreprises ou peut-être un peu de personnes qui viennent du secteur juridique. Mais il y a de plus en plus d'appétence pour ces personnes qui ont la double casquette
Donc, gestion de projet, on va dire, management, mais aussi cette compétence technique pour pouvoir comprendre un petit peu de ce que les entreprises nous présentent. Donc, voilà ce que j'observe en tout cas en ce moment. Juste pour compléter, je me permets juste de compléter ce que dit Laurie. Effectivement, moi, j'ai plutôt connaissance de gens qui sont partis en maîtrise d'ouvrage, d'anciens collègues qui, oui, sont partis en maîtrise d'ouvrage, que dans le sens inverse. Ok, bah, si c'est bon pour vous, alors je vous propose qu'on passe au salon. Moi, je vais arrêter l'enregistrement.